parution des Voluptueuses de l'Égypte à Rome. Nous allons parler aujourd'hui, on a parlé déjà de femmes célèbres entrées dans l'histoire, qui pour différentes raisons sont rentrées justement dans cette histoire et qui sont des femmes de légende. Alors on va parler aujourd'hui de quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Rhodopis. Alors Rhodopis était quelqu'un d'extrêmement convoité et nous allons essayer de mieux la découvrir. Alors elle aurait fréquenté certains quartiers malfamés d'Égypte, mais elle ne s'est pas contentée de rayonner dans la seule Égypte et nous allons donc découvrir qui elle était. Alors les courtisanes égyptiennes, comme celles de Grèce ou de Rome quelques années plus tard, avaient tout intérêt à s'afficher avec un homme célèbre pour le devenir à leur tour. Hommes politiques, écrivains, peintres les louaient parfois à la journée, à la semaine, au mois, à la saison, à l'année, ou tout simplement pour une soirée. Cadeau d'un festin à un ambassadeur étranger en visite en Égypte, prisonnières de guerre devenues danseuses ou chanteuses à la cour, elles étaient incontournables, et si elles ne furent appelées courtisanes qu'à l'époque romaine, il s'agit bien des mêmes femmes que les sculpteurs grecs considéraient parfois comme leurs égéries. La prostituée Rhodopis, installée à Naucratis, est restée dans l'histoire à cause de l'amour immodéré qu'éprouvait pour elle Charaxos, le frère de la poétesse grecque Sappho. Celui-ci venait de Lesbos, une île qui s'était imposée en Méditerranée et qui possédait de nombreuses colonies dont Athènes se montrait jalouse. Mytilène était devenue une véritable puissance économique, commerciale, maritime et militaire, et beaucoup redoutaient les Mytiléniens qui sont décrits par Athénée comme des hommes sensuels, prétentieux, attirés par le luxe et l'argent. En revanche, ils passaient pour être courageux, fiers, sûrs d'eux-mêmes et enthousiastes, si bien qu'ils brillaient particulièrement dans les affaires. Ils étaient actifs et téméraires et il leur fallait partir à l'aventure et briller dans toutes les situations. Les Mytiléniens voyageaient tant et réussissaient si bien dans leur entreprise qu'ils étaient devenus célèbres dans plusieurs pays. Donc les Égyptiens les disaient parfois vaniteux et fêtards, mais ils disaient aussi qu'ils appréciaient le vin et l'amour et ils connaissaient si bien les vins qu'ils en avaient eux-mêmes d'excellentes qualités. Toujours est-il que leur principale caractéristique, c'était quand même qu'ils étaient d'excellents poètes, d'excellents artistes et qu'ils cumulaient les qualités et les défauts des Grecs et des Asiatiques. Alors tout ça pour vous dire que la fameuse Rhodopis dont je vous ai parlé, n'était pas mal considérée à Mytilène où elle avait évolué. Elle sortait d'une famille, on va dire, moyenne, et Rhodopis connaissait bien les habitants de Mytilène et elle est rentrée en contact avec un certain Charaxos qui était le frère de la poétesse Sappho. Donc très rapidement, elle est entre parenthèses rentrée rentrée dans l'histoire parce que elle fréquentait quelqu'un qui était déjà connu à l'époque et qui était puissant. Charaxos, Sappho, évoluaient ensemble, on va dire, mais Sappho avait son autonomie, elle était poétesse, elle avait une école de poésie et de gymnastique, et quant à Rhodopis, eh bien, il voyageait souvent pour ses activités, et c'est ainsi qu'il a rencontré donc la fameuse courtisane, enfin en tous les cas celle qui allait devenir une courtisane célèbre. Il faut savoir aussi que dans les femmes d'Asie, notamment dans les milieux artistiques, passaient aussi pour des femmes qui étaient assez légères. Et donc, Rhodopis a eu très très vite aussi une mauvaise réputation parce que justement, elle avait fréquenté les îles qui étaient proches de l'Asie. En tous les cas, toutes ces femmes, aux yeux des Athéniens, avaient des mœurs libérées, relâchées. Elles vivaient, disaient les Athéniens, dans le luxe et la volupté, aimaient les banquets, la vie oisive et comblaient les étrangers. Il est vrai que de ces îles venaient souvent des courtisanes belles et raffinées qui savaient notamment jouer de la flûte ou du tambourin, et certains Grecs, plus puritains que les autres, les trouvaient même dangereuses.
Ceux qui revenaient dans leur pays avec de telles femmes étaient le plus souvent des marchands ou des artistes. Des écrivains criaient au scandale, estimant que leur descendance pouvait être menacée par des étrangères, et d'aucuns prétendaient que celles-ci avaient des dons de voyance, qu'elles étaient sorcières et qu'elles envoûtaient les hommes. Donc Rhodopis avait plusieurs noms également. Elle a été appelée Dorica, et selon l'endroit où elle se trouvait, et elle n'a pas échappé à ces reproches en Égypte, puisque les Égyptiennes étaient encore plus redoutables, disait-on, que les femmes des îles, et même les habitants de Lesbos redoutaient leur charme. Donc Rhodopis avait fréquenté des lieux où il ne fallait pas être. Dorica avait de nombreux amants. Elle rappelait d'ailleurs volontiers à Charaxos, quand celui-ci venait lui rendre visite, que sa sœur Sappho en avait également. Et elle était devenue très rapidement le modèle du peintre Zeuxis, un peintre donc extrêmement connu, qui avait été maintes fois loué par l'écrivain Lucien, entre autres. Et Dorica, elle aussi, voulait être admirée pour un acte exemplaire. Alors, quand les courtisanes manquaient d'idées, eh bien, leur amoureux leur en proposait, et en ce domaine les exemples ne manquent pas, si bien que Charaxos se mit en quatre pour sortir de l'argent, faire de magnifiques cadeaux à Dorica, et sa plus grande gloire a sans doute été d'acheter des broches qu'elle a fait déposer à Delphes. Il faut savoir que donner un cadeau à Apollon à Delphes permet de rester en quelque sorte dans l'histoire. C'est l'endroit où les hommes politiques et les hommes célèbres interrogeaient l'oracle de Delphes. C'était donc un endroit extrêmement connu, et Dorica jugea astucieux de faire déposer dans ce lieu sacré très fréquenté des broches qui étaient immenses et qui allaient donc coûter à Charaxos une fortune. Nous parlons donc de Rhodopis, qui se fait également appeler Dorica, qui a mis le grappin, en quelque sorte, le mot n'est pas trop dur, sur Charaxos, qui est le frère de la poétesse Sappho. Donc sur quelqu'un qui avait de l'argent, qui était connu, qui était brillant, et donc ça lui a permis d'avoir de nombreux cadeaux et d'en faire également à Apollon, et donc de rester dans l'histoire. Dorica reste une des courtisanes modèles de nombreux autres, et comme je vous l'ai dit, le peintre Zeuxis l'a fait représenter à plusieurs reprises. Toutes ces prostituées de luxe allaient se multiplier au fur et à mesure que les mœurs se relâchaient, et les raisons de se laisser aller étaient souvent identiques d'un pays à l'autre. Les guerres, les maladies, les famines entraînaient une évolution des mœurs. Ce sera le cas au IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce, après les désastres de la peste qui tua Périclès. Et à cette époque, eh bien, de nombreux Grecs avaient une concubine et une femme légitime. L'influence des femmes orientales, des asiatiques ou des égyptiennes comme Dorica eut peu à peu une portée remarquable sur l'ensemble de la Grèce. À l'époque hellénistique, leurs mentalités se répandirent dans tout le bassin méditerranéen. La période était au loisir, à l'oisiveté, et les hommes passaient leur temps au spectacle ou dans les banquets. Alors les courtisanes étaient devenues exigeantes, elles exigeaient de leurs amants plus d'attention et de tendresse, elles voulaient être aimées comme des femmes légitimes et des fiancées officielles. Cadeaux, petites attentions, présents somptueux se sont multipliés. Et toute la poésie alexandrine raconte l'histoire d'amants dévoués, jeunes, maladroits, un peu stupides, qui adorent des femmes mûres et expérimentées. Donc, à l'époque de Dorica, la Grèce n'en était pas encore là, mais les Grecs veillaient sur la race grecque. Certains estimaient les prostituées aussi peu dignes de considération qu'un simple objet, qui aurait pu alors imaginer que Dorica serait quelques siècles plus tard l'héroïne de contes et de légendes. C'est pourtant ce qui a été et ce qui l'aurait évidemment comblé. Alors pour comprendre toute cette évolution qui la fit de courtisane avide et vilipendée femme mythique, eh bien il faut comprendre tout ce changement de mentalité qui s'est opéré dès le IVe siècle avant Jésus-Christ,
Peu à peu, les courtisanes ont trouvé une place dans la société, elles étaient enfin aimées, admirées, remarquées, ce n'étaient plus des objets ou des esclaves, elles s'imposaient en maîtresses exigeantes, les écrivains chantaient l'amour, la passion, la rivalité amoureuse, les anciens préféraient les histoires passionnées à la mythologie, et le temps était venu de faire de Rhodopis une héroïne. On raconta qu'elle s'était baignée dans les eaux du Nil, qu'un aigle lui avait volé un jour l'une de ses sandales. Donc on raconta beaucoup de légendes à son sujet et des légendes qui étaient d'ailleurs reprises à l'école. Et puis on raconta même que Doropis devint l'épouse d'un roi. Alors, toutes ces petites choses, plus les cadeaux offerts à Apollon, ont fait que Rhodopis est devenue célèbre et qu'elle a bien su préparer cette postérité. Sinon, elle vivait dans une ville malfamée, dont la réputation allait s'étendre au IIIe siècle à la ville d'Alexandrie. Les Grecs, les Romains, les Orientaux considéraient la ville de Naucratis comme la cité de tous les plaisirs, et Canope était la ville des Lupanars également, non loin de là. Si l'on rencontrait à la cour d'Alexandrie les plus grands savants, eh bien, il y avait également une vie de loisirs qui était en place et où on rencontrait tous les excès. De nombreux historiens nous racontent comment les spectacles étaient donnés, les proxénètes qui faisaient fortune. Bref, il y avait toute une vie tout à fait spéciale dans ce village de Naucratis où évolua pendant des années Rhodopis et où se développa le goût pour une forme de prostitution particulière. Au lieu de louer des prostituées comme à l'époque de Dorica, les hommes recherchaient peu à peu des personnages laids connus pour leur libertinage. Donc il y avait toute une faune finalement qui évoluait, qui grandissait aussi à Naucratis. Donc Rhodopis connaissait tout cela et avant de devenir célèbre et avant de rencontrer Charaxos, eh bien elle a connu évidemment la vie un petit peu triste des lupanars. Donc nous continuons la vie de Rhodopis, appelée également Dorica, qui est rentrée dans l'histoire à cause ou grâce à son amour avec Charaxos. Bon, il faut savoir que au sujet des mœurs égyptiennes et des tavernes, les Égyptiens n'incitaient guère leurs fils à se rendre dans les tavernes. Ils y perdaient toute apparence humaine, disait-il, ils buvaient à outrance et devenaient indignes de leurs parents, et ils ressemblaient alors à des gouvernails cassés, à des sanctuaires sans Dieu, à des maisons sans provisions. Ils devenaient dangereux sous l'effet du vin. Dans leurs écrits, les anciens scribes comme Annie mettaient en garde les Égyptiens. Ils affirmaient que la bière faisait dire aux buveurs l'inverse de ce qu'ils pensaient. Et Rhodopis, dans cet univers, bien qu'elle ne fût pas née en Égypte, eh bien, en avait adopté les mœurs. Et comme des années auparavant, et comme la plupart des prostituées égyptiennes, Rhodopis devait honorer la déesse Hathor, que les Grecs avaient assimilée à Aphrodite, la divinité de l'amour. En Égypte, Hathor était vénérée lors de nombreuses fêtes, et d'autres déesses, comme Isis ou Sekhmet, protégeaient la femme, la naissance et l'enfantement, mais Hathor était plus particulièrement invoquée pour la passion amoureuse. Les mises en garde des sages vis-à-vis des femmes n'empêchaient pas le respect, et dès la création du monde dans la mythologie égyptienne, eh bien, la femme ou la déesse avait été considérée comme l'égale de l'homme. Si les pharaons possédaient plusieurs harems dans leur palais, ce n'était évidemment pas le cas des Égyptiens qui n'avaient qu'une seule femme. Donc les prostituées égyptiennes étaient assez mal vues. Et Rhodopis n'échappait pas aux médisances, bien évidemment. Mais elle connaissait aussi toutes les recettes pour s'en sortir, et en fait, elle était vraiment du milieu. Alors ça allait de son apparence jusqu'à la manière dont elle se protégeait. Elle aimait s'inonder de parfums, se laisser masser avec des onguents odoriférants, et toutes les prostituées utilisaient les parfums pour charmer les hommes. Mais le choix de certaines huiles rares restait le privilège des dames auxquelles Dorica voulait ressembler. Donc Dorica, eh bien, on peut l'imaginer avec des sandales d'or, maquillée à outrance, les yeux soulignés de col jusqu'aux tempes et les paupières ombrées de fard vert, les lèvres sans doute trop rouges.
Elle avait cette assurance de toutes les filles des ports. Sa tunique était sans doute trop près du corps ou transparente, le haut du vêtement échancré ou la poitrine nue, et la taille soulignée par une ceinture de couleur. Donc tout cela était on ne peut plus classique, c'était donc l'apparence des femmes que l'on trouvait donc à Nocratis. Et elle a dû séduire Charaxos par son discours, car les courtisanes qui étaient malignes et opportunistes étaient souvent cultivées. Le fait d'être libre, de voyager, d'accompagner des hommes célèbres leur permettait d'aborder des sujets impossibles à aborder pour les autres égyptiennes. Donc cette liberté des courtisanes choquait moins les égyptiennes que les romaines, mais il y avait quand même déjà un parti pris à leur égard. Donc Rhodopis avait probablement été élevée comme la plupart des Grecs. À son adolescence, elle avait sans doute reçu un pendentif en turquoise pour chasser les mauvais esprits, amulette dont les Égyptiennes ne se séparaient jamais. Elle avait sans doute appris également la musique. Elle fréquentait les endroits où elle avait reçu une relativement bonne éducation. À partir de l'âge de 4 ans, elle avait appris les hiéroglyphes, elle connaissait les cursives égyptiennes, c'est-à-dire la langue parlée par le peuple égyptien, et elle s'était même plongée dans les textes, donc des années d'études qui lui avaient permis donc d'avancer et puis de pouvoir discuter avec des femmes qui étaient médecins ou qui étaient éventuellement avocats. Simplement, le fait d'évoluer à Nocratis était un choix. Voilà, elle avait décidé de faire ce choix-là. Et peut-être pour gagner davantage d'argent, peut-être pour être davantage libre. Et elle savait aussi que la prostitution à l'époque eh bien, était un danger, car si elle ne trouvait pas à exercer cette profession suffisamment longtemps, eh bien, elle n'était protégée par aucune loi. Il est possible que Rhodopis se soit prostituée dès l'âge de 12 ans, âge auquel se fiançaient la plupart des Égyptiennes. Alors, avait-elle l'intention de se faire épouser par Charaxos? On n'en sait rien. En tous les cas, l'acharnement de Sappho et ses conseils incessants laisseraient entendre que cette union pouvait avoir lieu. Certainement que Charaxos l'avait peut-être demandé en mariage. On ne sait pas si à l'époque elle dépendait d'un proxénète, si elle gagnait librement sa vie. Toujours est-il qu'elle connaissait donc tout ce qui était potions, onguents, mixtures, donc pour attirer, pour se préparer, pour soigner sa peau. On a retrouvé de très très nombreux textes avec justement différentes compositions. Donc les Égyptiennes connaissaient l'art de rester, de garder une belle peau et de lutter contre les rides ou contre les taches de soleil. Donc tout cela, bien sûr, elle le connaissait, elle savait comment séduire, elle connaissait toutes les recettes de beauté, elle connaissait le pouvoir des parfums également. Elle était d'une grande sensualité et tout cela a charmé automatiquement Charaxos, qui était pourtant habitué à fréquenter les prostituées. C'est quelqu'un qui fréquentait, qui était régulièrement dans les ports et donc qui rencontrait beaucoup de femmes et qui jusque-là n'était jamais tombé amoureux. Donc il y a à croire que Rhodopis soit était plus belle, soit plus maligne que les autres. Voilà. Donc toujours est-il que Rhodopis, si on a parlé du mariage à un moment donné, eh bien Rhodopis n'a pas épousé Charaxos, peut-être parce que la poétesse Sappho a tout fait pour lui ouvrir les yeux et justement pour lui montrer que c'était pas forcément un bon parti. En attendant, avec cette accumulation de cadeaux, avec cette belle vie qu'elle a menée, eh bien, Rhodopis est devenue très très riche, suffisamment pour ne plus se prostituer, pour vivre sur son acquis, et surtout, comme je vous le disais, elle est devenue l'égérie de nombreux artistes. Donc, une femme un petit peu plus maligne que les autres, certainement aussi beaucoup plus cultivée, du fait que peut-être elle avait reçu une éducation en Grèce avant de s'installer en Égypte et qui a permis donc à la fois d'éblouir Charaxos et qui lui a permis, elle, de rentrer dans l'histoire.
Je vous rappelle le titre d'un ouvrage si vous voulez en savoir plus sur Rhodopis, Les voluptueuses de l'Égypte à Rome, paru chez Michel Lafon. Je vous signale également que nous parlerons donc d'une actualité plus diverse la prochaine fois et je vous souhaite une bonne lecture. À très bientôt. Au revoir.